Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Académie du Climat. L'Académie du Climat fait son live, c'est tous les jeudis à 18h et ce soir, j'ai l'honneur d'avoir Valentin, c'est quoi ton nom de famille déjà ? Martini. Valentin Martini, un des cofondateurs du journal Le Chiffon. Cofondateur non, moi j'ai rejoint après, mais membre actif. Membre actif, c'est ça. Ça fait combien de temps que ça existe, Le Chiffon ? Ça fait 3 ans et des poussières. Ouais. Il y a eu une première mouture avec une première équipe, et puis après avec le confinement, etc., il y a eu quelques histoires. Donc là, on est plutôt sur la deuxième version. La V2 du Chiffon depuis un peu la fin du confinement, depuis un an et demi. Ça fait un an et demi, 2 ans quoi. Un an et demi, et là on en est au numéro 8. Je vous mets le lien juste dans le chat, comme ça si vous voulez aller voir le site internet pour un peu voir tous les projets, tout ce qu'ils font. Aujourd'hui c'est un peu une soirée un peu spéciale pour vous parce que c'est la soirée de lancement. Si je dis pas de bêtises. On fait une petite soirée découverte du Chiffon. Okay. Avec effectivement le numéro 8 tout frais qui est sorti là. C'est celui que t'as là, non ? Ouais. Si tu veux montrer un peu à quoi ça ressemble. Journal papier. C'est un journal papier, c'est un objet papier très important parce qu'on a besoin de revenir dans le monde réel, du coup, d'arrêter le métaverse. Pas de numérique pour l'instant ou... Non, on fait quelques petits extraits qu'on met en ligne sur le chiffon.fr, mais le but c'est vraiment que ce soit un objet papier. Ouais. Et qu'on va distribuer en manif, comme ça a été le cas tout à l'heure. Il y avait du monde, c'est bien parti. Tout s'est bien passé. Ouais. Les gens ont l'air intéressés par ce qu'on raconte dedans. Parce que du coup, comment ça marche ? Pardon, je te coupe. Vous arrivez avec votre journal, vous le faites payer, vous le donnez gratuitement pour l'instant ? Eh ben, en manif, c'est prix libre, donc les gens donnent ce qu'ils veulent. D'accord. Nous, après, on a quand même au moins le papier à payer. Ouais. Ça coûte cher ou pas ? Ça coûte de plus en plus cher le papier, donc hélas il faut quand même rentrer au moins dans ces frais. Ouais. Okay. Après on est tous bénévoles dans l'équipe de rédaction. On paye un petit peu les graphistes très mal, c'est pas bien, mais en même temps on n'a pas beaucoup de sous. Vous n'avez pas le choix parce qu'ils font un boulot de dingue, mais après sinon on est tous contributeurs bénévoles, ceux qui sont rédacteurs d'articles, ceux qui apportent des dessins, ceux qui apportent de la photographie, parce que du coup, des graphistes aussi talentueux comme Léo Poisson là, qui nous a pondu un reportage graphique dans le dernier numéro qui est magnifique. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est sur... on l'a là, donc on peut vous montrer en direct. Je vous le montre pas, j'ai envie de... Tu veux pas spoiler ? Non, je veux pas, j'ai envie de faire du teasing. Je l'ai pas vu, tu vois, donc les illustrations... Très très joli. Les illustrations sont mais... magnifiques, mais on vous le décrit comme ça un petit peu à l'antenne. C'est un reportage sur France Service, qui est un petit peu la concentration de tous les services publics pour faire des économies d'échelle, quoi. Qu'est-ce que c'est des économies d'échelle pour toi ? Pour faire des économies tout court, on regroupe un petit peu tous les services publics dans un même endroit. Et puis la question c'est, est-ce que c'est pratique ? Est-ce que ça marche bien ? Est-ce que ça rend service ? Ou est-ce que c'est juste pour faire des économies ? Je vous laisse, aller découvrir ça dans le numéro 8. C'est un hebdomadaire ou mensuel ? C'est trimestriel, tous les 3 mois. Ok. Et on est donc un journal local qui est implanté en Île-de-France. Le sous-titre, c'est le journal de Paname et sa banlieue, mais ça va plus loin même que la banlieue. C'est toute l'Île-de-France, toute la région. Ok. Est-ce que du coup vous traitez que des sujets en lien avec l'Île-de-France ou des fois c'est comme des sujets... En fait, des sujets de région, le point de départ et le reportage qu'on fait, il se passe en Île-de-France. Ouais. Après, de toute façon, on essaye d'avoir un regard critique, de prendre un petit peu de hauteur sur les sujets. Et donc, on va se retrouver sur des problématiques nationales, mondiales. Nous, on est un journal de critique sociale où on se bat contre une vision industrialisée de la vie humaine, c'est-à-dire traiter les gens comme des petits numéros. Parce que oui, du coup, c'est quoi votre axe, je sais pas comment dire ça. C'est ça, c'est notre ligne éditoriale. Ligne éditoriale, exactement. C'est ça, c'est la critique d'un système qui va modifier malgré nous nos conditions de vie, la façon dont on vit, dont la société fonctionne, dont le système économique fonctionne, et qui réduit les humains à des numéros, à du matériel humain, à des ressources humaines, etc. Nous, on est pour une approche à échelle humaine de la vie.
où on se rencontre, etc. D'où l'objet physique qu'on distribue à la main, dans des librairies, des lieux associatifs. C'est ce que j'avais posé, est-ce que c'était en lien avec le fait de écologiquement de ne pas vouloir mettre du numérique qui peut avoir une empreinte carbone des fois plus élevée que celle du papier? C'est pas tellement une question d'empreinte carbone, c'est une question de philosophie. C'est que nous, on préfère cet objet-là qui est comme un livre, si tu veux, ou même un DVD. Enfin, un DVD, maintenant, il n'y en a plus, mais... il y en a encore, hein, il y a encore des gens qui... disons des vinyles. Tiens, un vinyle, un vieil objet qui est encore utilisé, mais qu'on se refile entre amateurs de musique, amateurs de bouquins, amateurs de presse. On fait tourner, quoi. Et puis surtout, on se rencontre. On est obligé de se rencontrer, de discuter dans le monde physique réel, pas dans le métaverse, pas avec des NFT. J'ai l'impression que le métaverse t'aime pas trop. Ah non, je pense pas que ce soit la priorité pour notre monde là. Et du coup, est-ce qu'en manif, les gens, déjà, ça fait combien de temps que vous avez lancé ça en manif en mode, est-ce que cet après-midi vous étiez en manif? Ouais. Vous avez distribué du coup des journaux? On vient avec notre triporteur, là, le vélo cargo, et puis on déploie le petit stand, et puis après on alpague. Vous avez un petit stand, le journal Le Chiffon? Ouais, c'est un petit stand sauvage, quoi. Mais c'est à la bonne franquette, hein, comme en manif. Et puis on alpague le manifestant, le chaland, et puis. Il y a des gens qui sont curieux, intéressés, etc. Parfois, on force un petit peu la vente. Oui, mais j'imagine. Et vous essayez des fois de pousser la discussion ou c'est pas forcément le but bien sûr en que manif, si. Bien sûr que si. Alors après, nous, on vient, on a un espace qui est court dans le temps où il faut écouler un petit peu la marchandise pour que l'objet circule. Donc... après moi en fait je me perds dans des discussions passionnantes avec des gens. J'imagine. Et puis après j'ai des collègues un petit peu plus vendeurs, etc. Donc là, ils gardent l'œil sur l'objectif. Mais mais c'est toujours sympa ces discussions qu'on a avec les gens qui sont intrigués ou qui au contraire vont dire mais c'est quoi ça, mais vous allez pas assez loin, je suis sûr, c'est quoi, c'est de droite, c'est de gauche, je sais pas quoi. Donc c'est marrant ces rencontres. Est-ce que toi ça m'intéresse un peu de savoir comment t'en es arrivé à travailler pour un journal comme ça, de son côté indépendant? On n'a pas forcément abordé ce sujet-là. Le fait que ce journal, vous n'avez pas de pub dedans? Non, ça c'est hors de question. Pourquoi? Il y a peut-être plein de gens qui comprennent pas forcément pourquoi un journal ne peut pas avoir de pub ou ne veut pas avoir de pub plutôt. C'est possible d'avoir de la publicité, mais je crois que la plupart des journaux ont des pubs dans, non? Il y a beaucoup de journaux effectivement qui ont un modèle publicitaire, mais en fait le problème c'est que si on veut avoir une indépendance économique et donc une indépendance de parole, il faut pouvoir être indépendant, pas conditionné par les velléités, les volontés des annonceurs. Ça veut dire que, est-ce que tu penses que les annonceurs, après j'imagine que oui, puisque ça veut dire que s'ils voient que vous traitez des sujets où ils sont pas d'accord, ou c'est pas en lien avec leurs propres valeurs, ils vont pas vous financer. Le premier truc, c'est qu'il faut rappeler que les grands médias français, ils sont détenus en majorité par des milliardaires, même pas des millionnaires, des milliardaires, donc Bernard Arnault, etc. Pour ne citer qu'un nom. Et voilà, pour n'en citer qu'un, notre préféré. Et ça pose des petits problèmes. Et d'ailleurs, on l'a vu cette semaine, le directeur des Échos a été débarqué. Comme par hasard, il y a eu des reportages un petit peu critiques qui sont sortis dans les semaines avant. Et donc, évidemment qu'il y a une influence du propriétaire et puis aussi la nécessité, quand on dépend du modèle publicitaire, de faire de la place à la pub. Et tu penses pas qu'il y a des marques ou typiquement, on a fait hier un défilé ici à l'Académie du Climat. On va aborder ça un peu sur nos réseaux sociaux. Et du coup, c'était que des marques qui faisaient de l'upcycling. Est-ce que il n'y a pas forcément des marques ou des publicitaires qui seraient amenés à pouvoir financer ce genre aussi de journaux qui traitent différemment de l'actualité et qui pourraient aussi aller dans votre sens, entre guillemets? Non, nous, on est dans un modèle d'indépendance économique, comme, je sais pas, un nouveau journal comme Vert, par exemple. C'est vers le média, c'est ça? Voilà, vers le média, et on essaye de dépendre uniquement des lecteurs, de dons. Donc, par exemple, là, quand on le vend en manif, c'est à prix libre. Et donc, il y a des gens qui donnent un petit peu moins parce qu'ils n'ont pas... ou qu'ils n'ont pas les moyens, et tant mieux. Mais c'est compensé parfois par des gros dons, des abonnements, des formules d'abonnement de soutien, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu peux nous dire, justement, pour les gens qui pourraient s'y intéresser, c'est quoi vos différents modèles économiques, ou plutôt comment on peut vous soutenir C'est essentiellement la manière la meilleure pour nous, la plus, disons, qui nous apporte le plus de stabilité financière, c'est l'abonnement.
Ok. Parce que nous, on sait qu'on a telle somme pour 4 numéros ou 2 ans ou 3 ans, etc. Et ça nous apporte de la trésorerie pour payer les traites de papier, etc., le graphiste, et ça donne un petit peu de visibilité dans le temps. Ouais. Ça permet aussi de se projeter, comme tu dis. Ça permet aussi peut-être d'acheter un petit peu de matériel pour faire des enquêtes un petit plus fouillées. Mais parce que etc. ça, vous faites comme beaucoup d'enquêtes, entre guillemets. En Ouais. tout cas, dans celui-là, je vois quand même plusieurs enquêtes avec plusieurs des personnes qui sont allées sur le terrain poser des questions, qui ont fait des vraies études et tout, qui sont renseignées. Donc c'est quelque chose de quand même assez construit. Et je comprends pourquoi du coup vous le faites tous les 2-3 mois, tu m'as dit? Ouais, tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Ben ouais, parce que le boulot est pas mal. ça prend du temps. Salut de la maison près de la cabane, Eden Lune. Salut Eden Lune. On est avec Valentin ici qui représente aujourd'hui, voilà, on peut le dire. Tu représentes le journal Le Chiffon, ici présent. Et on discute ensemble justement du côté un peu indépendant de ce journal et de pourquoi vous ne voulez pas forcément avoir un modèle économique basé sur les publicités. Donc, comme tu m'as expliqué, là, vous l'avez vendu un peu en manif, ouais. pardon, et vous allez en vendre. J'imagine que les manifs vont pas forcément s'arrêter. Après, on a aussi déposé des exemplaires dans des librairies, dans des lieux associatifs. Il y a la formule abonnement. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir un petit peu de trésorerie. Justement sur le site, vous pouvez avoir justement ces infos. Sur le chiffon.fr, vous avez les infos. Et puis sur l'histoire de la publicité, il n'y a pas que l'indépendance vis-à-vis d'un propriétaire, vis-à-vis d'annonceurs qui nous mettraient la pression parce qu'on a fait un sujet qui leur plairait pas ou je sais pas quoi. Et ils menaceraient de retirer leur budget publicitaire, etc. Ce qui arrive dans la presse mainstream, on va dire. Ouais. Mainstream, c'est mainstream, classique. Pardon, oui, la presse, disons les grands médias bien visibles. Et après, il y a aussi le fait que dans notre ligne éditoriale, la publicité commerciale, pour nous, c'est pas exactement quelque chose qu'on chérit. Okay. Le matraquage permanent et omniprésent, si tu veux, de messages commerciaux, y compris sur des messages parfaitement climaticides, comme mais vas-y, mais va voyager à l'autre bout du monde, émettre 10 tonnes de carbone en une semaine pour kiffer. Ça, c'est ce qui n'est pas dit dans la publicité, mais bien sûr. Voilà. Il y a aussi cette surconsommation que la publicité. Ouais, mais même surconsommation. Et puis, évidemment, dans la publicité, il n'y a absolument aucun aspect critique. Le but de la publicité, c'est de donner envie et de cacher tout ce qui est négatif dans les impacts économiques d'une activité. Et toute activité a ses impacts, mais disons qu'on a une approche différente. Nous, on est des journalistes, donc on est pour apporter l'information, la rendre visible, la rendre transparente. Le publicitaire, c'est l'exact inverse. C'est cacher tout ce qui est négatif et ne faire que donner envie, donner du kiff et puis après nous le déluge et on verra bien. C'est la forme sans le fond, en tout cas, ou un fond qui n'est pas en lien avec vos valeurs. C'est de la forme, c'est de la forme pour vendre et n'importe quoi en fait. Donc, et on n'a pas du coup, on n'a pas encore abordé le côté écologie que vous abordez aussi vous dans votre journal. Ouais. J'aimerais bien un peu en apprendre plus sur comment on est arrivé là. À chaque fois je pose des questions aux gens qui viennent ici, c'est comment vous vous êtes engagé. Ça m'intéresse de connaître vos déclics et de pourquoi, je sais pas si t'en fais ton métier maintenant ou t'es à plein temps. Non, mais de toute façon on est tous bénévoles, donc il y a personne, donc c'est l'activité principale. Et du coup j'aimerais bien que tu me parles un peu de ton engagement, puisque là vu que t'es bénévole. Alors engagement, moi j'aime pas trop ce terme-là parce que du coup ça ferait de personnes qui s'occupent de problèmes collectifs, de société ou d'écologie, des gens à part. Alors qu'en fait, bon, c'est quelque chose qui nous concerne tous et on est tous plus ou moins concernés et engagés, etc. là-dedans. Donc je suis pas un militant, un activiste, un engagé ou je sais pas quoi, mais effectivement le déclic que j'ai eu. Qui m'a fait voir la lumière, c'est dans mes derniers voyages en avion, où je voyais les ravages du tourisme de masse, et avant même de me poser la question des émissions de gaz à effet de serre, c'était vraiment les ravages du tourisme de masse, comment on bétonnait des endroits qui hier étaient naturels, comment on transformait le mode de vie local, l'activité traditionnelle locale, la culture traditionnelle locale, comment tout ça a été changé du jour au lendemain par des flux de touristes qui se retrouvent sur des promènes couillons. Enfin vraiment dans un truc qui pour moi ça t'a choqué quoi de voir j'ai pris aucun plaisir et j'étais vraiment, je dis mais à quoi je participe en fait? Je participe à un truc qui n'est
ni beau, ni agréable, etc. Je donne un exemple dans la baie d'Along, où on se promenait sur des promènes couillons comme ça, tout était complètement kitsch, complètement pété, vraiment, il n'y avait rien de naturel, de traditionnel, c'était vraiment le promène bolos, quoi. Et puis on s'arrête sur un pain de sucre, une petite colline comme ça qui est dans la baie d'Along. Et là tu fais la queue comme à Disneyland pour arriver au sommet de la colline pour voir la vue. Et quand tu arrives en haut, tu peux pas voir la vue parce qu'il y a des touristes déjà qui sont tous et surtout eux ils sont dos au paysage en train de se prendre en selfie. Je fais mais quel intérêt d'aller en haut pour voir avec ses propres yeux si ton but c'est juste de prendre être de dos au paysage, donc le truc le plus intéressant pour mettre ta tronche sur les réseaux et ta perche à selfie, quoi. Donc je me suis dit, c'est juste déconnecté clairement de but, en fait, du voyage. Quel intérêt d'aller dans un endroit magnifique, c'est pas pour en profiter physiquement avec tes yeux et au calme, et être avec tout un tas de vraiment une meute de bolos qui n'en profitent même pas et qui détruisent tout sur leur passage, quoi. Donc vraiment, je me suis dit, c'est bon, j'arrête ça. Et après, sachant que la meilleure façon de réduire ton empreinte carbone quand tu es un petit bourgeois comme moi qui prend l'avion de temps en temps, c'est d'arrêter l'avion. Et honnêtement, au stade où on en est, moi ça me prive pas. Déjà parce qu'on est dans un pays où il y a plein de paysages différents, etc. Je préfère des choses lentes, authentiques, que ce genre de truc faux à l'autre bout du monde et qui détruit tout. Et on sait qu'on en parlait justement avec Umeco. Qui est le média qui est juste à côté, qui est en résidence chez nous. On parlait un peu justement des premières façons de s'engager. Bon, j'utilise le mot engager, mais voilà. En tout cas, de prendre conscience de notre impact sur notre terre. Et les 2 premières actions que souvent les gens mettaient en place, c'était la diminution de leur consommation de viande. C'était ça. Et ensuite, l'arrêt ou la diminution aussi de leur voyage en avion. Et du coup, ça rejoint totalement ce que tu dis. Mais souvent, c'est pas par rapport au fait que, en tout cas, moi, je l'ai pas encore vu. Je pense que c'est la première fois qu'on me dit que ça a eu ce déclic un peu, et c'est l'histoire que tu me racontes en voyage. Souvent, c'est t'as lu le rapport du GIEC, t'as lu des articles, t'as vu des films et tout qui t'ont fait prendre conscience de ça, et c'est pas forcément en voyage. C'est peut-être un mélange des deux, parce que effectivement, en lisant des informations objective comme ça sur quel est l'impact, quels sont les effets de notre mode de vie, oui, effectivement, on commence à se poser des questions. Et une question bête, c'est en fait, si tout le monde se comportait comme moi, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire? Bon, là, c'est évident, c'est pire. Donc, après, si on se sent concerné et qu'on a envie d'agir, pour moi, c'était très simple de dire, franchement, de toute façon, vu ce qu'il y a derrière, en plus, toi, du coup, ça tombe bien. Non, mais parce que du coup, ton voyage, t'avais pas forcément. Non, mais c'est pas vrai systématiquement. Mais si c'est pour ne participer à ça, vraiment hors de question. T'avais pas envie de mettre ta pierre à l'édifice. Non, mais voilà, j'ai pas envie d'être complice dans ce truc-là. D'apporter de l'argent à des activités comme ça. Pour moi, c'est vraiment de la destruction de tout ce qu'il y a localement. Il y a une forme de culpabilité dans l'engagement, souvent, bien sûr, dans la prise de conscience, où on se rend compte que notre impact a des impacts qui sont parfois très négatifs. Ouais, et justement sur cette histoire de culpabilité ou de discours culpabilisant, il faut arrêter ou la honte, il faut arrêter. En fait, la honte, c'est pas un truc qui est nécessairement négatif. C'est un truc, moi je dis, c'est une ruse de l'évolution, en tout cas des sociétés humaines. Pour nous dire la limite entre ce qui est convenable et ce qui est inconvenable, ce qui est décent, ce qui est indécent, pour qu'on vive ensemble. C'est ça la honte. C'est est-ce que je me balade à poil au milieu des gens? Non, là c'est de l'exhibitionnisme. Ça, tu vas choquer un peu des gens, etc. Et puis pour des choses plus graves. Heureusement qu'il y a la honte, parce que sinon, qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas la honte d'agresser le voisin pour lui piquer sa canette de coca, ou j'en sais rien, tu vois. Mais ça permet de montrer que ça nous force des fois, ou ça nous pousse en tout cas, c'est pas le mot forcer, mais ça nous pousse des fois à mettre en place des actions aussi grâce à ces ressentis-là. La culpabilisation, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment, moi ça fait longtemps que je suis végétarien même, et au début on me disait, en mode, quand on a des débats, des discours et tout sur ce sujet-là, en mode j'ai un discours culpabilisant. Et pendant très longtemps, j'en ai parlé à plein de gens de comment on aborde ces sujets-là sans faire culpabiliser l'autre. Et c'est difficile parfois, puisque du coup, on pointe du doigt un problème chez quelqu'un, entre guillemets, qui selon moi est un problème. Et du coup, en fait, je lui dis que ce que tu fais, selon moi, est pas bien. Et du coup, il y a cette forme de culpabilité que les gens ont, et ils aiment pas ça. Et des fois, ça peut être aussi un frein. Ça, c'est sûr qu'on n'aime pas trop se sentir coupable de manière générale, mais en fait là il y a deux choses. Moi c'était un sentiment de culpabilité de moi par rapport à moi.
Donc, moi, je m'en accommode très bien et je me dis, bon, bah non, là, j'ai pas envie d'être cette personne, j'ai pas envie de vivre comme ça et donc je change. Ça ne concerne que moi. Ouais. Après, effectivement, quand on m'a parlé de sujets avec d'autres personnes, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que déjà, j'évite d'aborder la question sans qu'on me pose des questions, parce que sinon, ouais, c'est bon. ça fait un petit peu, je mets ça sur la table et je vais être l'emmerdeur de Mais service. souvent, j'ai remarqué que c'est pas forcément nous, ou moi en tout cas, qui lançait ce genre de Exactement. discussion. Parce qu'au début, je pensais que c'était moi Ouais. qui souvent remettais les sujets écologiques. On t'a taquiné un petit peu, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. ouais. Et au final, en fait, je me rendais compte que c'est. Bien sûr, des fois, je lançais le débat ou le sujet, et voilà. Mais parfois, même plutôt fréquemment, c'est pas moi qui Bien lançait sûr, ça. mais on se fait un petit peu taquiner. Alors souvent c'est gentil, parfois c'est un petit peu lourd, et parfois Ouais. c'est vraiment même blessant, et c'est un peu la double peine parce nous on essaye de faire ça parce que on se dit que c'est bien. Alors on peut se tromper, évidemment, on n'a pas la C'est science selon infuse ou la notre vérité. avis et Voilà, c'est selon notre truc. notre expérience. Et en plus derrière, quand on raconte ce qu'on fait au quotidien, on peut être sujet à des moqueries ou des gens qui comprennent pas les trucs. Ça peut être un petit peu dommage parce qu'on se sent tout seul au milieu d'un groupe d'amis, au milieu de sa famille, on se sent incompris. Alors que déjà, souvent, ça part d'un petit malaise, ce qu'on appelle l'éco-anxiété pour faire court. On a compris que c'était clairement impossible de continuer avec une telle empreinte sur le monde, et donc il va falloir se serrer la ceinture matériellement, quoi, physiquement. Et si on fait ça, c'est pas par gaieté de cœur, c'est parce qu'on a compris qu'on vivait au-dessus de nos moyens écologiquement. Et Dieu merci, Dieu merci, avec l'arrivée des catastrophes, de la sécheresse en France, etc., on commence à vraiment voir les effets du changement climatique ou de la perte de biodiversité, et les gens se rendent compte des impacts chez eux. Ils voient les incendies, ils voient les pénuries d'eau et ils se disent, ah oui, en fait, c'est pas des blagues. Il avait peut-être raison de commencer à se serrer la ceinture, parce qu'il vaut mieux qu'on choisisse ensemble d'avoir un mode de vie plus sobre que de se laisser imposer cette sobriété par la force des choses, par les catastrophes, parce qu'on n'a rien prévu pour inverser la tendance. Et là, on commence, je pense, à être de plus en plus nombreux à le réaliser. Et c'est pas agréable, il va falloir faire plein d'efforts. Mais je rebondis sur ton terme, se serrer la ceinture. Ouais. C'est intéressant ça, parce que tu abordes ça d'une manière un peu, entre guillemets, péjorative, comme s'il y a une restriction, comme le président Emmanuel Macron a parlé de la fin de l'abondance, pour parler du côté énergétique. Ça ne parle pas sur plein de choses. Beaucoup de gens pensent que quand on commence à mettre en place des actions écologiques, c'est souvent se restreindre. La sobriété nous impose une autre façon de vivre qui peut être plutôt diminution, j'allais dire, la contrainte. Alors que... le fait est que là-dessus, il faut dire les choses telles qu'elles sont, même si c'est vécu comme une punition, quelque chose de péjoratif. Il y a une réalité, c'est qu'en fait, on est censé, d'ici 2050, se sevrer des énergies fossiles. Okay. L'économie mondiale, elle est dépendante à plus de 80% des énergies fossiles. Il y a du pétrole, du gaz, du charbon, partout, absolument partout. Tout ce qu'on porte comme vêtements, etc. Enfin, je vais pas faire mon Jean-Marc Jancovici. Non, mais sachez que tout ce qui entoure ici, oui, et ce qui entoure vos habits, ce qui entoure chez vous, est fait de pétrole. D'une manière ou d'une autre, voilà, il y a du pétrole, du gaz, du charbon quelque part. Vos habits qui viennent de Chine, l'énergie principale là-bas, c'est des centrales à charbon, etc. Donc c'est ultra polluant. Et donc là, on est quand même devant un défi technique, physique majeur, c'est qu'on doit sevrer l'économie mondiale, le système économique mondial des énergies fossiles. Ça ne va pas se faire dans un claquement de doigts, ça va se faire forcément dans la douleur, puisque toutes nos activités reposent sur les fossiles. Maintenant, il y a deux choix. Soit on fait business as usual, c'est-à-dire on ne change rien et on continue sur les niveaux de consommation de fossiles, et on continue à faire de l'exploration, à ouvrir des nouveaux gisements et à extraire des énergies fossiles qui ensuite sont brûlées, et ça finit en gaz à effet de serre dans l'atmosphère et la situation empire. Ou alors, quand on voit l'étendue des dégâts qui arrivent, même déjà à plus 1,1, plus 1,2 degrés, le réchauffement actuel. J'espère que vous avez lu le rapport du GIEC qui est justement sorti il y a 2 jours. Voilà, lisez, regardez concrètement ce que ça veut dire, plus 1,5 degré d'augmentation de la température moyenne à l'échelle globale. Regardez ce que ça veut dire, plus 2 degrés, c'est déjà pas du tout la rigolade. Et de toute façon, il suffit de regarder ce qui s'est passé au Pakistan cette année, enfin l'année dernière.
c'est déjà pas du tout la rigolade pour eux là-bas. Nous on regarde Koh-Lanta, eux ils jouent déjà à Koh-Lanta en fait. Si vous voulez, en vrai, c'est une punchline, mais c'est pas drôle du tout. Est-ce que tu l'as préparé cette punchline avant de venir? Non, je la sors souvent, mais moi ça me fait marrer les gens qui effectivement oublient qu'il y a des gens qui jouent à l'épreuve des poteaux en ce moment même, puisque le niveau de la mer monte, et ils sont en train de perdre leur maison, leur terre natale. Il y a des gens qui se font inonder, ils perdent leur maison. Essayez de vous mettre à leur place une seconde pour savoir ce que ça fait. Comment on se retrouve à poil quand on n'a plus de maison. Vous êtes SDF, quoi. Et vous ne dépendez plus que de la solidarité des voisins si eux aussi n'ont pas été touchés par la catastrophe. Je veux dire, c'est horrible, quoi. Et c'est pour ça que le rapport du GIEC met justement le doigt dessus sur le fait que même, en fait, chaque 0,1 degré de plus, c'est un changement énorme. Et en fait, toute action est bonne à prendre, puisqu'il faut le limiter au maximum. Et j'ai déjà entendu beaucoup de gens dire, 2 degrés, 2,5 degrés de plus, c'est quoi la différence? Il y a une énorme différence. Et je vous invite à vous renseigner justement pour se rendre compte de ces différences. Et ça va peut-être aussi vous motiver quand vous allez réaliser que tout est bien à prendre. Et, tous ces efforts qu'on fait maintenant, et qui certes vont être durs et peut-être vécus comme des privations pour beaucoup de choses. Et qui sont des fois pas vécus comme une privation. Voilà, mais après, il y a aussi des solutions, et c'est précisé dans le GIEC, c'est qu'on a les technologies en photovoltaïque notamment, qui peuvent nous permettre d'avoir quand même un accès minimum à l'énergie pour nos besoins fondamentaux. Il faut se poser des questions, revenir un petit peu à la base. Et, par exemple, là, j'ai lu ça l'autre jour, ça m'a fait rire. C'est un peu comme l'histoire de Koh-Lanta. C'est quelqu'un d'Haïti qui disait nous, on doit faire des kilomètres pour aller chercher notre eau potable, et eux, ils chient dedans. Wow. C'est vrai, nous, on fait nos besoins dans de l'eau potable. Cette eau potable, ensuite, souillée, elle est recyclée dans des stations d'épuration, mais souvent tout un tas de choses ensuite partent dans la mer. C'est pas juste une question de pollution, c'est par exemple aussi tous les nutriments qu'on a ingérés et qui pourraient retourner à la Terre. Alors c'est dégueulasse, je suis en train de parler des déjections humaines, mais c'est comme ça que l'humanité a réussi à se nourrir de manière cyclique. Quand vous sortez l'azote et le phosphore qui sont compris dans nos excréments, et que ça suit son cours comme ça, ça peut avoir des impacts sur les rivières, et puis ça peut changer faire des algues vertes, etc. Mais c'est du phosphore et de l'azote qui partent dans l'océan et qui sont perdus pour l'agriculture. Expliquer ce que c'est pour les gens qui ne savent pas. Tout ça, c'est des éléments dont se nourrissent les plantes, et nous on se nourrit des plantes ou des animaux, et en fait tout ça doit rester dans une boucle, sinon doit retourner à la terre pour pouvoir nourrir la terre en engrais naturel, sinon la terre ne pourra pas donner autant. Donc ça, par exemple, quand on parle d'économie circulaire, il faut se poser la question jusque-là, qu'est-ce qu'on fait, quels sont nos usages de l'eau, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place tous des toilettes sèches? C'est des questions qui nous paraissent des histoires du 19e siècle, d'Amish ou je ne sais pas quoi, mais et là, si on parle vraiment d'écologie, je ne parle pas juste de la petite couche environnementale là, et du greenwashing, il faut vraiment prendre les problèmes à la racine pour pouvoir les traiter à la racine, parce que sinon, on va juste rajouter des petites couches de peinture verte les unes sur les autres, et ça ne réglera pas les problèmes dans la magnitude des réponses dont on a besoin. Et je rebondis sur tout ce dont on a parlé là ces 15 dernières minutes, sur la façon du coup d'aborder l'écologie. On a parlé un peu de comment on en parle avec nos proches, comment on en a parlé un peu dans notre sphère, notre bulle et tout, et dans votre journal justement. Est-ce que vous avez eu une réflexion dans la manière dont vous voulez aborder ça, ou ça n'a pas encore été, ou ça n'a pas été fait, on n'a pas fait de manifeste, qu'est-ce que c'est notre écologie à nous, mais je pense que c'est hyper important de passer ce message, c'est que l'écologie, c'est pas juste on émet un petit peu moins de gaz à effet de serre, etc. L'écologie, c'est une philosophie qui embrasse... C'est global. Ça exactement, embrasse tous les domaines de la vie, tous les sujets. Et qui, en fait, si on résume ça, c'est un des premiers principes, c'est de rester dans des sociétés et des systèmes économiques à échelle humaine, où on ne devient pas des petits numéros, et la vie devient insupportable dans des énormes bars où on est tous les uns sur les autres, et on fait ça maintenant avec des cochons en Chine. J'ai vu le grand bâtiment qu'ils sont en train de construire. Voilà ce qu'on dit quand on est anti-industriel, on est contre ça. On est contre
C'est de mettre les production, humains dans des boîtes à œufs, les cochons dans des boîtes à œufs, etc. Voilà. Et donc il y a trouver le bon équilibre, la bonne échelle pour que les choses restent humaines, qu'on ait des relations, des organisations de qualité, retrouver de l'autonomie par rapport à toutes ces choses dans le système économique global ou dans la politique qui nous échappent, qui nous sont imposées. On a tous envie de retrouver un petit peu d'autonomie. Là, on se sent, on s'est senti enfermé. Là, on se sent un petit peu méprisé, pas écouté. Même quand on manifeste notre colère dans les règles, via les syndicats, etc., et pacifiquement, etc. Voilà, donc retrouver un petit peu d'autonomie dans comment on décide ensemble d'un projet de société. Du coup, là, le site d'un journal. La façon dont votre modèle économique, votre façon de pouvoir aborder les sujets et tout, l'indépendance, c'est ça aussi. Nous, on est là pour ouvrir la discussion. On est là pour apporter des éléments pour discuter et apporter un regard critique sur des informations qui sont soi-disant neutres et qui sont placardées à gauche à droite, alors qu'on sait très bien que il y a toujours des intérêts derrière les informations qui nous parviennent. Alors, on parlait de la publicité tout à l'heure, c'est vendre. Et puis, pour le gouvernement, c'est aussi vendre un projet. Mais, je veux dire, tant qu'on ne s'est pas mis d'accord tous ensemble sur un petit peu le projet de société dans lequel on veut, quelles sont nos valeurs, comment on imagine la France à 2050, à 2100, comment on a envie de vivre ensemble, c'est pas la peine de nous demander de travailler plus. Mais qu'est-ce que c'est le travail ? On revient à la racine des problèmes. Donc, parce que c'est pareil, le plein emploi. Le président, maintenant, il dit plus croissance, il dit plein emploi pour ne pas fâcher les Khmer verts et les décroissants. Mais le plein emploi, ça sert à quoi si tout le monde est occupé à des boulots à la con ? Je crois que c'était Keynes. Là, juste pour le sujet, on aborde du coup un peu la réforme des retraites. Et le travail, et sur le côté écologique. Oui, mais le côté écologique, je veux dire, c'est pas les petites bêtes, les petits animaux, les petites plantes. On parle d'un projet de société, on parle d'un projet politique quand on parle d'écologie politique. Et il y a beaucoup de partis et beaucoup de personnalités qui ont parlé justement du côté écologique et de pourquoi ils sont contre la réforme des retraites ou même le plein d'emploi, le travail, en tout cas ce sujet global. Pourquoi l'argument écologique existe en fait. Pour expliquer aux gens on bifurque un peu sur ce sujet, mais c'est intéressant. On est en plein dedans. On est en plein dedans sur le côté écologique, justement, de pourquoi le plein emploi, le travail, le 35 heures. J'ai entendu aussi parler du 35 heures, qui n'est pas forcément un système qui peut être écologique. Je crois que même le GIEC en a parlé sur les semaines de 32 heures, 33 heures. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus si tu maîtrises un peu le sujet il faut qu'on fasse une petite clarification. C'est que effectivement, souvent quand on parle d'écologie ou quelque chose est écologique, c'est une réduction, un tout petit truc sur l'impact environnemental d'un produit ou d'un truc comme ça. Mais là, on est en train de parler d'écologie politique. Donc en fait, comment on peut créer un modèle social, politique, économique en accord avec les valeurs humaines et les limites planétaires. Voilà, pour faire simple. C'est ça. Et au sein de ça, et c'est des réflexions, c'est des pistes qui sont proposées. Et encore une fois, on n'est pas là en train de dire il faut faire comme ça. Au contraire, il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on se dise, par exemple, une question qui a été abordée pendant le confinement par le président y compris, c'est la question des activités essentielles et des activités moins essentielles. Et bien ça, c'est une question primordiale. Et je pense que toi comme moi, on a envie plutôt de faire des boulots qui ont du sens. Pas juste chercher la moula ou survivre. On a envie de faire des boulots qui ont du sens. Et donc, quels sont, surtout dans un contexte où on a un peu moins d'eau, un peu moins de pétrole, etc., oui, on va devoir faire des choix, parce qu'il y a des conflits d'usage. On ne peut pas donner un gâteau qui rétrécit, on ne peut pas donner plus de parts ou les mêmes parts à tout le monde, quoi. Donc, il va falloir faire des choix. Et donc, les priorités qu'on se donne, donc je ne sais pas, le système de soins, l'éducation, de quelle production on a besoin, parce que là aussi c'est pareil, on nous dit ils veulent supprimer l'économie, mais pas du tout. Les êtres humains et même leurs prédécesseurs ont produit des choses depuis toujours. On a besoin de produits, d'artefacts, de services. On échange, on va continuer à échanger, il n'est pas question de faire une autarcie. Mais il faut qu'on se dise ensemble quelles sont les priorités, les choix qu'on a envie de faire tous ensemble et sur lesquels on va mettre nos ressources. Et donc pour moi, ça c'est une discussion fondamentale qu'il faut qu'on ait avant de se dire
pour équilibrer la trésorerie de l'État, on va allonger la durée de travail. C'est quoi ça? C'est le tout petit bout de la lorgnette. Est-ce qu'ils ont compris au gouvernement qu'on parle véritablement là de survie? Christophe Béchu, il nous dit on va adapter la France à plus 4 degrés. Mais ça veut dire c'est le ministre de la Transition écologique. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui nous dit on va adapter la France à plus 4 degrés. Et pourtant, le rapport du GIEC disait plutôt 3. Là, non, mais là c'est sur le plan local. C'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, on peut être autour de plus 3. Oui, la moyenne. Mais en France, comme on est dans une latitude plus élevée, plus au nord, on va avoir un réchauffement plus élevé. Et pour moi, il y a aussi la question, le fait d'être sur Terre se réchauffe plus vite que les océans. Et c'est pour ça qu'en moyenne, sur Terre, c'est 3 degrés, mais que les océans mettent plus de temps à se réchauffer. Mais là quand on parle du réchauffement, c'est à la surface de la Terre, en moyenne, etc. Ouais. Donc là, les moyennes, elles cachent des écarts. Mais en tout cas, la France, quand on dit plus 1,5 degré, ça veut dire encore plus pour la France. Et pour donner un exemple, les Alpes, nos territoires d'altitude, ils sont déjà passés au-dessus des plus 2 degrés. Ils vivent le changement climatique, ils sont en première ligne du changement climatique. Donc, quand il nous dit on va adapter la France à plus 4 degrés, là, c'est un mensonge total. On n'adapte pas à plus 4 degrés. On se prépare comme on peut pour limiter la casse. Parce que plus 4 degrés, normalement, c'est véritablement des gros problèmes de rendement agricole, de disponibilité de l'eau, d'état des forêts, d'incendies, etc. Il y a aussi un des phénomènes qu'on a découvert cet été avec la sécheresse, c'est le gonflement et la rétractation des argiles qui sont dans les sols. J'avais pas entendu parler de ça. Ça gonfle, ça se rétracte, donc en gros le sol bouge par l'effet de la sécheresse puis de l'humidité, comme une éponge, comme ça, et ça fait bouger les maisons. Ça fait bouger les bâtiments. J'avais pas du tout. Il y a des millions de logements en France qui sont concernés par ce problème-là. Qui arrive par le fait de la sécheresse. Donc on est vraiment sur un truc systémique, avec des problèmes en cascade, en veux-tu, en voilà, et on a tout intérêt, c'est pour ça que je disais à se serrer la ceinture, oui, clairement on ne va pas réussir à changer dans l'espace de temps qui nous est donné rapidement sans faire des efforts. Et là, le président nous disait hier qu'on avait gagné la bataille ensemble de la sobriété, je sais pas quoi. Non, rien du tout. À 13h. Oui, voilà, rien du tout. Parce qu'il parlait de la sobriété énergétique, j'imagine, mais dans l'hiver où il y avait moins de. Oui, on a consommé un petit peu moins d'électricité. Bon, déjà, il a fait plus doux. C'est ce que je veux dire. Et on a eu un hiver particulièrement. Et puis il y a eu de la sobriété subie aussi, parce que quand le prix de l'énergie augmente ou qu'on nous dit que le prix de l'énergie va augmenter énormément et qu'il a déjà augmenté, ça a un impact social. En fait, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de chauffer plus, il y a pas des gens qui n'ont pas les moyens de dépenser plus d'électricité. Donc de toute façon. Là, c'est ça ce qu'on appelle de la sobriété subie. Quand on parle d'écologie politique et de décroissance, le mot tabou, c'est quelque chose de démocratiquement planifié, c'est-à-dire qu'on a discuté avant pour poser les fondements, les différentes pistes d'une société vivable pour tous, donc avec de la justice sociale, donc du partage. Quand on a moins de ressources, c'est forcément du partage, parce que, sinon ça veut dire que les inégalités deviennent encore plus insupportables. Et donc la décroissance, ça veut pas dire tout décroît. Déjà, c'est juste un mot qu'on a choisi qui est choc, une formule choc, pour dire c'est l'inverse de l'obsession de la croissance du PIB. C'est pas forcément quelque chose de péjoratif. Et ça, c'est très important. C'est une formule choc. Ça permet de dire, c'est décroître, clairement, c'est décroître notre façon de produire, notre façon de consommer les choses. Mais c'est juste que c'est pour changer, comme tu disais, du modèle de croissance inarrêtable et qui est en plus. De toute façon, on est déjà entré. Le gouvernement, on nous dit pas la décroissance, mais il est déjà décroissant puisque. Quand il nous dit on va décarboner l'industrie, on fait quoi? On fait décroître les activités hautement polluantes. Qui sont liées du coup aux énergies fossiles. Donc c'est pareil. On fait décroître le nuisible et on fait croître. Alors c'est pas forcément quantitatif. À quand le chiffon dans l'ouest parisien? t'es où? Je pense que l'ouest. Faut que tu nous dises où t'es parce que là on a page 2, on a toutes nos librairies partenaires et. Mais du coup allez voir sur le site, ça va permettre de voir justement les différents endroits où vous y êtes. Il faut qu'ils nous disent où il est. Mais du coup c'est intéressant de tout ce qu'on dit parce que j'imagine que c'est des sujets que vous allez aborder et que vous abordez dans le journal et on va justement parce qu'il est déjà 18h48, on est obligé de passer sur le sujet du jour qui est le débat sur les trottinettes électriques. Ah oui. Vous avez du coup fait un article dessus dans votre édition du mois. C'est celui du coup de mars, celui-ci?
Nous c'est printemps. Printemps, ok. Printemps, ouais, mais Ok, il est printemps. sorti il y a 2 semaines. Et vous avez cet article qui s'appelle «L'électrotinette est-elle écolo?» Alors, électrotinette, qu'est-ce que ça veut dire? Alors bon, électrotinette, c'est un petit mot valise, un petit jeu de mots pour la trottinette électrique, quoi. Alors, d'où c'est parti? C'est parti d'une déclaration, de 2 déclarations successives. C'est que d'un côté, il y a Madame Hidalgo, la maire de Paris, qui nous a dit on va soumettre au vote des Parisiens le pour ou contre, le maintien du service de trottinette en libre service dans la capitale. Et justement, ici, l'Académie du climat, tu sais que c'est un endroit où on fait le bureau de vote. Ah, ça va être bureau de vote? Exactement. Bon, bah alors vous allez pouvoir voter avec les bonnes informations. Exactement. Justement, on va un peu aborder le sujet, on va essayer d'un peu d'en débattre. Ou pas voter d'ailleurs, parce que c'est quand même pas une question primordiale, je vais vous expliquer pourquoi. Et vous avez 3 choix du coup, oui, alors, non ou pas voter. Alors, est-ce que tu veux répondre? Si vous allez voter donc le dimanche 2 avril, je me suis trompé dans l'article, j'ai mis 4 avril. Mais non, c'est vrai. Mais dimanche 2 avril. Donc, je vois l'erreur. Je vois le 4 avril 2023. Je m'excuse, c'est ma faute. Mais donc, ce qui était marrant, c'est que Anne Hidalgo nous disait la trottinette en libre service, c'est pas écolo. Mais il n'y a pas de souci si les Parisiens veulent avoir une trottinette. Donc déjà, moi, j'étais perdu parce que ça veut dire que la trottinette en libre service n'est pas écolo, mais la trottinette privée. Ça veut dire que celle que vous achetez dans un magasin et que vous avez pour vous. Parce que là, on parle de la trottinette électrique en libre service, c'est ça? Voilà. Qu'on peut trouver pour pas citer les marques, l'AM, Dot et Tir. Voilà. Pardon. Mais donc voilà, les 15 000 trottinettes en libre service de la capitale, est-ce qu'on les maintient ou pas? Là, elle a donné la parole aux Parisiens qui doivent venir voter dans 10 jours. Et c'est quoi les enjeux, justement? C'est quoi, pour mettre en place le contexte? La question, c'est... la trottinette électrique, pardon, enfin, électronique aussi, bah, oui. mais est-elle écologique? Bon, oui. Alors, si on reprend notre discussion sur l'écologie, là on est dans une définition toute petite du mot écologique. C'est en gros, est-ce que l'impact environnemental de la trottinette est meilleur que celui des bagnoles, quoi, en gros? C'est ce qu'on nous fait miroiter en le but, j'imagine, c'était de mettre en place des trottinettes électriques pour que les gens... Pour vider le centre-ville des bagnoles. Exactement. Voilà. Donc, en gros, et on nous dit, voilà, ça c'est pour ça que la trottinette, et puis comme c'est électrique, vous comprenez, c'est forcément écologique. Alors il y a plusieurs choses. Et donc il y avait Madame Hidalgo qui disait libre service c'est pas écologique, mais après les Parisiens peuvent avoir leur trottinette. Et puis ensuite il y a Clément Beaune, le ministre des Transports, qui a dit mais si c'est écologique, etc. Alors je me suis dit on va essayer de démêler un peu l'histoire. Et bon alors dans les arguments qui faisaient dire à la mairie de Paris le libre service c'est pas écologique, il y avait des choses qui dataient de 2019 qui ont été un petit peu améliorées depuis. C'est par exemple le fait qu'il y avait les juicers, les gens qui venaient chercher les trottinettes dont la batterie était vide avec un camion diesel. Et puis bon voilà, ça rajoutait de la pollution. Parce que du coup c'est les trottinettes électriques, il faut les charger et pas comme les Vélib la possibilité parce que ça se recharge pas sur les bornes. Et il faut que quelqu'un vienne les chercher et remettre une batterie. Des fois vous croisez des camions ou des voitures. C'est fini, maintenant c'est fini, ils n'ont plus le droit. Okay. Donc bon, comment ils font du coup maintenant ils ont des batteries amovibles donc qui chargent. Mais donc maintenant déjà ils ont des salariés qui normalement circulent en véhicule électrique, normalement c'est ce qu'ils m'ont dit, et qui changent les batteries. Donc ça veut dire qu'il y a eu une évolution déjà? Voilà, ils ont fait une évolution, et pour leur défense, ils ont quand même suivi pas mal de restrictions imposées par la mairie de Paris. Il y a notamment la limitation de la vitesse. Ils se sont auto-limités à 20 km/h. Mais ça, c'est pas forcément le sujet écologique, c'est plutôt le sujet il y a quand même aussi, je veux dire, si on prend au sens socio-écologique large, quelqu'un qui roule à 50 avec sa trottinette débridée, perso, par rapport à quelqu'un qui roule à 20, c'est un petit peu plus respectueux de la société. Après, c'est pas forcément écologique. C'est plutôt forcément sur le sujet de la place qu'ont les trottinettes électriques, et puis la rapidité, de la sécurité, du respect des autres sur une piste cyclable, etc. Mais après, il y avait aussi un autre argument de la mairie de Paris, c'est que en 2018, 2019, etc. Au début, la durée de vie des trottinettes en libre service qui finissaient dans la Seine, dans le canal Saint-Martin, etc. et puis qui sont martyrisés par les utilisateurs. Surtout pendant les manifs aussi en ce moment. Voilà.
Bon, alors ça, on m'a dit que maintenant les modèles nouvelle génération étaient un petit peu plus robustes, mais même je si n'ai elles pas de. finissent dans la Seine, on peut les récupérer Non, mais dans la Seine et on peut les remettre. non, pas celle-là, mais normalement ils ont des appareils un petit peu plus robustes Ok. parce que leur intérêt aussi, c'est pas non plus de les remplacer tous les 2 jours. Est-ce que tu te Mais souviens de j'ai pas eu de combien temps ça données dure fiables. Bah, je n'ai pas eu de données fiables. Toi, tu es sur ton article. Non, j'ai pas eu de données fiables. Ok. On m'a dit pour les trottinettes privées là, la fédération des vendeurs de trottinettes là, ils disaient ça dure 2-3 ans une trottinette privée. Ok, bon allez, on va Seulement dire de 3 ans? Eh ben ouais. C'est pas beaucoup. Eh ben C'est ouais. dû au Au fait final, que- c'est comme un smartphone, sauf que l'empreinte matière Mhm. de la trottinette est évidemment plus élevée qu'un smartphone parce que vous allez aussi avoir de l'électronique dedans, vous allez avoir aussi beaucoup d'acier et d'aluminium qui, à produire, sont extrêmement polluants. Donc, on est sur des objets, même dans leur version libre-service ou dans leur version privée, qui Consomme. pour l'instant sont jetables ou quasi jetables. Ils ont une durée de vie toute petite. Ça veut dire, ouais. Et donc, même si on recycle après, parce que le C'est ce recyclage, que je veux tout dire, n'est pas c'est- facile à est-ce que, recycler. du coup, c'est beaucoup recyclé ou pas? C'est quoi le Bah, pourcentage aujourd'hui, du recyclage de la aujourd'hui, trottinette? ce qui est le plus recyclé, c'est le métal des trottinettes, parce que ça, on sait bien fondre ce métal-là. Après, bon, pour refondre du métal, il faut aussi plein d'énergie. C'est pas forcément la porte à côté, il faut aller en Allemagne pour faire ça, etc. On n'a pas les données précises. C'est ce que j'allais dire. Est-ce Si, que on t'as peut réussi à avoir des données précises? précises, mais ce que je veux dire, c'est que les gens se rappellent bien que c'est pas un objet qui n'a pas d'impact, qui est cool, c'est la mobilité douce, etc. Et puis on pollue pas. Et pareil pour l'électricité. L'électricité, même s'il y en a beaucoup d'origine nucléaire en France comment dire, les émissions de gaz à effet de serre de l'électricité nucléaire sont assez faibles. C'est jamais zéro en fait. Donc il faut regarder ce qui se passe derrière les objets qu'on utilise. Et là, en l'occurrence, on est sur des objets qui ont une très 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 courte durée de vie. Donc là, on parle de 2 ans, 3 ans pour l'engin personnel. Voilà, Je pense et- que c'est moins. Et alors bon, moi, j'ai je vu pense des que chiffres de un an, si on arrive, ouais, un an et demi. si on arrive à 1 an pour les trottinettes en libre service, mais encore une fois, bon, c'est difficile d'avoir des données parce que c'est un marché jeune. Et C'est puis bien, bon, est-ce que vous les imaginez bien que les constructeurs et les distributeurs, Ils en parlent pas forcément, ils le mettent pas forcément sur la table. Mais bon, je voudrais qu'on revienne sur l'argument principal qui était Ouais. est-ce que le centre des villes se trouve dégagé des bagnoles? Parce que du coup, c'est ça. Le but de mettre Bah. en place des trottinettes libre-service, c'était L'intérêt désengorger principal de la trottinette électrique, c'est si elle vient remplacer Quelque un chose. véhicule. Alors- Et qu'il soit thermique ou électrique, parce que en fait, pour les bagnoles, en général, elles transportent 1,2 personnes C'est ça. à peu près. C'est la moyenne. Donc, on peut dire que globalement, les voitures qui sont utilisées tous les jours pour les trajets professionnels Les gens sont transportent tout seuls. une personne. Ouais. Quoi. Bah, souvent, ils vont Donc, au effectivement, si on remplace une petite bagnole, une moyenne bagnole, une grosse bagnole par une trottinette, eh ben, on va utiliser moins de ressources pour ce déplacement. Donc, il y a un gain. On utilise moins de ressources, il y a un gain. Évidemment, ce gain est d'autant plus fort que la voiture qui est remplacée est pas un gros machin, et qui plus est un gros machin thermique. Mais attention, bon, la grosse bagnole électrique, pareil, pour déplacer une personne, Valentin met beaucoup bref. d'importance sur le mot gros parce qu'on sait à quel point les grosses voitures polluent. Putain, la consommation de minerais, de métaux pour un tank, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, électrique de 3 tonnes, c'est ahurissant. Et franchement, là, moi je dis, mais shame on you, quoi. J'ai pas peur de vous culpabiliser. Tu désignes qui, là, Pour l'instant, je dégonfle pas les pneus des SUV, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Est-ce que du coup, Donc, oui, donc, alors, pardon, la donc, trottinette électrique La remplit ce conclusion, rôle? Parce que- sur la conclusion des chiffres que j'ai réussi à trouver sur les trottinettes entre libre-service et entre trottinettes privées, c'est qu'on remplacerait 10 à 20% des trajets qui sont effectués, Ok. remplaceraient des trajets en bagnole. Ça veut dire que 10 à 20% des gens qui utilisent les trottinettes électriques Ouais. seraient venus à la place en voiture. Voilà, Ok. on remplacerait 10 à 20%. Et est-ce qu'on connaît le nombre de kilomètres que font en moyenne les utilisateurs Ah des bah, trottinettes à électriques? Paris, les données là, quand les 3 opérateurs ont donné, c'était je sais 1 plus, kilomètre, 2 non, kilomètres c'était un peu moins de 3 km, il me Ok, semble, d'accord. 2,8 km ou un truc comme ça. Ok, donc c'est Bon. quand même pas négligeable. Ça veut dire que Bah, à c'est pied, pas négligeable, c'est bah quand ouais, même mais long, enfin hein, 3 bon, kilomètres. bah, d'accord, mais on parle de 35 minutes pour quelqu'un qui a des jambes, et puis bon, bah voilà, ça fait travailler ton cœur, ça fait des fesses magnifiques. Au lieu d'aller dépenser ton énergie après une journée de boulot dans une salle
salle avec des appareils électrifiés et faire et s'embrasser les biceps et faire l'aviron, etc. et soulever de la fonte. Faites de la mobilité. Bon, c'est bah ça, la ouais, morale. bah marcher, faites du vélo, quoi. Enfin, Parce que je pense que la trottinette électrique n'est pas considérée comme une mobilité douce. Hein. Si, oh bah si, ça Ah ouais rentre dans les Non, la mobilité mobilités douce pour moi douces. c'est vélo mécanique et à pied. À voir et transport en Non, commun. ça tu Transport en confonds avec commun les aussi. mobilités actives. Ok. Les Je mobilités pensais actives, que c'est celle où tu fournis un effort. C'est ça. Voilà. c'est côté Et là, mécanique. effectivement, on est sur un objet passif. Ouais. Alors que les gens qui utilisent ça à Paris, des données qu'on a des constructeurs, ils ont en moyenne 33 ans. Bon, bah, moi j'ai 35, ça va, marcher, faire du vélo dans une ville plate pour 3 km, je pense que ça passe pour tout le monde. Et alors encore plus pour des petits jeunes. Et me faites pas le coup de ouais, mais les handicapés. Mais les handicapés ne peuvent pas prendre la trottinette électrique parce qu'il faut être debout dessus. C'est un argument qui. Non, mais souvent on nous dit ouais, mais vous pensez pas à ceux qui ont des problèmes pour se déplacer, etc. Là, ça n'a aucun rapport avec les gens qui ont des problèmes pour se déplacer puisqu'on se tient debout sur les trottinettes. Donc, a priori, à moins qu'on ait un petit peu mal à la jambe, etc. Mais bon, la majorité des gens qui utilisent des trottinettes électriques, ils sont jeunes. Ils sont a priori pas estropiés. Bah, c'est 33 ans la moyenne à Paris, apparemment, pour même pas 3 km. Et donc, ce que je veux dire, c'est que pour finir, il y a plus de trajets, des chiffres qu'on a en trottinette qui remplacent des pieds, du vélo ou des transports en commun que des voitures. Donc pour l'instant, la trottinette, elle remplace surtout des pieds, du vélo, des transports en commun, plutôt que des voitures. Okay. Après, on connaît l'état aussi des transports en commun actuels et bien c'est sûr. pour avoir non, mais bien un sûr. débat plus. Mais je suis d'accord. Mais quitte à prendre une piste cyclable, bon, bah, autant prendre un petit vélo ou voilà, prendre un vélo quoi. Merde, je sais pas, enfin un vélo. Et si on revient sur le côté écologique, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Faut que je te laisse partir parce que tu as ton lancement qui commence bientôt. Sur on connaît les batteries à lithium qu'ils utilisent, si je ne dis pas de bêtises, les matériaux qui sont utilisés, qui ont un impact sur la biodiversité, qui sont exploités très 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 loin, parce que c'est pas des matériaux qu'on récupère en France. Donc c'est un impact écologique. Est-ce qu'on peut le mesurer cet impact écologique? Ah oui, bah alors là, moi je vais pas vous donner des chiffres précis. Non, mais en fait, au-delà du CO2, il faut aussi se dire quelle est la quantité de matière qui finit dans cet engin et quelle quantité de matière a été déplacée, broyée, raffinée à tel endroit, avant d'arriver à cet objet. Donc je vais vous donner un équivalent avec un ordinateur, par exemple, de 2 kilos. J'avais vu des chiffres de l'ADEME qui disaient que derrière, c'est 1000 kilos, donc une tonne de matière qui a dû être extraite, transformée pour arriver à ces 2 kilos finalement. Donc l'impact et la quantité de matière qui est requise pour avoir votre petit smartphone ou votre trottinette est énorme. Vraiment, on déplace des montagnes, mais littéralement, on déplace des montagnes littéralement pour ces objets-là. Et sans compter les pollutions locales, et puis la quantité d'eau qu'il faut pour... Ça a un impact qui n'est pas négligeable. Ouais. Et donc après aussi parler des problèmes sociaux derrière, parce que bon, par exemple les boues chimiques qui sont issues du raffinage des métaux, bon ben ça crée des maladies quand ça part dans les nappes phréatiques. Et puis il y a l'histoire du cobalt aussi, où l'UNICEF comptait 40 000 enfants, 40 000 mineurs, enfin sans mauvais jeu de mots, qui bossent dans les mines de cobalt au Congo. Bon, voilà, c'est quand on met son petit smartphone dans la poche ou tous ces objets électroniques ou le gros SUV, il faut avoir ça en face des yeux. Ouais, il faut se rendre compte de... Et si malgré tout ça, vous avez quand même envie de l'acheter et que ça vous procure du plaisir, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On est en démocratie. C'est le but aussi du journal, de mettre en lumière ces sujets-là et ce qui se cache, entre guillemets, parce que clairement, c'est quelque chose qu'on met pas forcément en avant. Quand on est sur notre trottinette électrique, on n'a pas un petit panneau. Voilà ce qu'a coûté cette trottinette, voilà tout ce qu'on a fait pour qu'elle en arrive là. Et justement, il y a ce vote qui arrive le 2 avril, où nous, à l'Académie du Climat, on est un bureau de vote où vous pourrez venir donner votre avis. Oui ou non, ou ne pas voter, qui est aussi un avis. Et je vous invite à vous renseigner avant et du coup à peut-être prendre le journal Le Chiffon et lire cet article pour connaître tous les enjeux qui s'y cachent et aussi à vous renseigner, vous, sur Internet. Il y a plein de manières, je pense, de se rendre compte de l'impact écologique, de la biodiversité, même sociale, qu'a ce genre d'appareil électrique. Et on finira sur ça. Ouais. Il est déjà 19h03. Merci beaucoup d'être passé, Valentin. Merci à toi, merci à l'Académie de nous recevoir dans le bocal. On essaye d'inviter justement des gens comme vous qui mettent en place des projets, comme du coup Le Chiffon, je vous remontre le dernier qui est paru, et d'avoir ce genre aussi de débat, de discussion sur des sujets écolos, mais pas que aussi.
parce que c'est important, l'écologie, comme on l'a dit tout à l'heure, ça englobe énormément de choses. On ne peut pas juste des fois se cantonner à un seul sujet. Ouais. Là, on a parlé des trottinettes électriques. Des fois, c'est difficile de ne pas parler aussi des enjeux sociaux qui s'y cachent, de parler des enjeux de sécurité. On est obligé aussi d'aborder tout ça. Donc, merci à toi d'être passé. Merci à toi pour l'invitation. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore qui je vais inviter. On se tient au courant sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Allez, salut. Ciao.